Donc en tout cas, merci beaucoup Sophie de nous rejoindre aujourd'hui pour parler du Festival de l'Histoire de l'Art. Donc déjà bon, j'en ai parlé un petit peu aux personnes qui nous suivent, mais avec vos mots, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler du festival? Comment vous le définissez, ce Festival Histoire de l'Art? Alors, le festival, c'est un événement donc, qui a été initié et qui est financé par le ministère de la Culture et qui est organisé par l'Institut national d'histoire de l'art et le château de Fontainebleau, qui a lieu tous les ans donc, sur 3 journées en week-end, le vendredi, samedi, dimanche, le premier week-end de juin, au château de Fontainebleau. C'est un grand événement entièrement gratuit qui propose plus de 250 événements autour de l'histoire de l'art, principalement des conférences, des tables rondes, des dialogues, mais on a aussi toute une programmation culturelle avec des concerts, parfois des performances, et également tout un programme cinéma. Voilà, et tout ça étant destiné à mettre en valeur l'histoire de l'art et être un grand rendez-vous pour l'histoire de l'art en France, dans une optique aussi de vulgarisation. En fait, hein. L'idée, c'est de rendre aussi l'histoire de l'art accessible à un public le plus large possible, que ce soit des gens qui s'intéressent déjà à l'histoire de l'art ou des gens qui vont découvrir peut-être à l'occasion du festival. Et vous avez évoqué l'Institut national d'histoire de l'art. C'est vrai que j'en ai pas souvent parlé pendant mes lives. Est-ce que vous pouviez dire quelques mots à ce sujet? Alors, l'Institut national d'histoire de l'art, c'est un institut de recherche en histoire de l'art qui comporte une équipe principalement composée de chercheurs qui travaillent sur des programmes collectifs. Voilà, c'est un institut, peut-être certains d'entre vous sont déjà venus parce qu'il s'y tient souvent des colloques, des conférences en histoire de l'art avec des universitaires ou des chercheurs qui sont membres de l'Institut. Donc voilà, ça existe depuis une grosse vingtaine d'années. L'idée étant d'avoir un lieu central en fait pour rassembler les différents historiens de l'art. Donc il y a des chercheurs, mais c'est aussi un lieu où il y a des cours en histoire de l'art, des universités Paris 1 et Paris 4. Il y a des salles de cours pour des masters, etc. C'est aussi un lieu où il y a des soutenances de thèses. Donc c'est un lieu assez hybride comme ça qui rassemble plusieurs historiens de l'art. Effectivement. Et c'est là. Et je crois d'ailleurs qu'on a soutenu notre thèse la même année, je crois, Ah, vous et moi. Après, je sais plus dans quelle université vous étiez. Vous peut-être Paris 4, non Paris Paris 4, 4, ouais. oui, voilà. Moi, j'étais plutôt à Paris 10. Et effectivement, enfin, ce qu'on appelle l'INHA, donc c'est le lieu où on se retrouvait. On avait des salles de cours communes, où effectivement, c'était le lieu situé dans la galerie Vivienne, enfin à côté de la galerie Vivienne à Paris, donc avec un lieu évidemment qui était très 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 beau, où on pouvait vraiment s'épanouir à tout point de vue, je trouve. Voilà, donc justement, j'aborde un peu la chose. Donc vous avez fait une thèse, qu'est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre thèse en quelques mots? Alors moi, j'ai fait ma thèse sur Robert Delaunay et l'Allemagne, où en fait, j'ai travaillé sur les années de Robert Delaunay qui précèdent, enfin, autour de son passage à l'abstraction, donc vraiment les années 10 avant la Première Guerre mondiale. Et j'ai travaillé sur ces expositions qu'il organise à ce moment-là en Allemagne et sur ses liens avec la scène de l'expressionnisme allemand. Et l'idée était de contrer les récits communément admis que Delaunay, parce que Delaunay a eu beaucoup de succès en Allemagne avant la Première Guerre mondiale, et l'idée était de montrer que ce succès ne reposait pas sur des malentendus, parce que le public local avait mal compris son œuvre, mais qu'il existait des vrais liens entre la scène artistique parisienne des années 10 et la scène berlinoise des années 10 et l'expressionnisme allemand. Voilà, pour résumer en... Ouais. Voilà. C'est toujours délicat de résumer une thèse parce que c'est des années de, Ouais. de travail. D'ailleurs, on aura, je pense, l'occasion d'en discuter un petit peu parce que justement, c'est question
comment rendre, voilà, comment synthétiser sans dénaturer le propos avec ma thèse, enfin c'est non c'est mon pardon mon master en histoire de l'art en 180 secondes qui a lieu tous les ans au festival si je ne me trompe pas. C'est ma thèse, Euh, ouais. donc on pourra en discuter. Mais voilà, avant ça, j'aimerais aussi comment on en vient à faire la programmation scientifique d'un tel événement en tant que docteur. Enfin, de toute manière, tous les ans, c'est un chargé de programmation différente, c'est un choix voulu, c'est... Alors non, en fait, le poste, là, je suis dans un poste de chargé de programmation. Effectivement, il y avait quelqu'un avant moi, mais c'est dû au fait qu'on est en CDD et que c'est pas un poste fixe en CDI. Donc, il y a pas mal de turnover, forcément, parce que il y a des gens qui partent. Mon prédécesseur, il est parti pour un poste de maître de conf à l'université, quoi. Et donc, c'est un poste qui est fixe. Moi, en fait, avant, j'ai fait plusieurs choses. J'ai enseigné à l'université. J'ai aussi une petite expérience dans la médiation culturelle. J'ai été guide conférencière pendant pas mal d'années où je faisais des visites, en gros, des expositions parisiennes. Donc, si vous voulez, j'ai un peu cette expérience-là du public et de la question de l'accessibilité, de la vulgarisation. Et puis ensuite, j'ai travaillé au Centre Pompidou pendant 3 ans, où j'étais au service des collections modernes et je travaillais avec une conservatrice sur ces différents projets d'exposition. Voilà, donc j'étais un peu touche à tout entre le milieu universitaire, le milieu de la médiation, le milieu des musées. Et donc, là, depuis novembre, je suis au Festival de l'Histoire de l'Art. Donc, je n'ai pas encore fait une édition complète du festival. Ce sera le cas après l'édition de cette année, là, donc, qui arrive très vite dans 2 jours maintenant. Et voilà, donc j'ai été recrutée sur ce poste de chargée de programmation qui consiste en fait à élaborer la programmation du festival en concertation avec la directrice scientifique. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui fais toute la programmation toute seule. Et je suis uniquement, moi, sur le programme de conférences table ronde et pas sur, par exemple, ce qu'on appelle la programmation culturelle du festival. Oui. Ça, c'est du sort du château de Fontainebleau. Donc, la programmation culturelle, c'est tout ce qui est exposition, visite guidée, concerts. Voilà, moi, je suis vraiment sur le programme scientifique à proprement parler. D'accord. Et la personne qui s'occupe aujourd'hui de la direction des scientifiques, c'est qui depuis... Alors, c'est Verle Tillmans, D'accord. qui est depuis 6 ans maintenant. Donc, elle est arrivée, je ne sais plus, je crois qu'elle est arrivée autour de 2021, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, elle a fait 6 éditions là, du festival. Ouais. D'accord. Parce que là, on est à combien d'éditions tout, là? Et c'est la 14e cette année, ce sera Ah, l'année déjà. prochaine, ce sera les 15 ans du festival. Il a été inauguré en 2011 et en fait, il y a une année qu'on ne compte pas, qui est évidemment l'année 2020, Oui, voilà. pour les raisons qu'on sait. Mais voilà, donc là, c'est la 14e cette année. C'est effectivement, là, ça me rajeunit pas parce qu'effectivement, j'ai participé à la première édition avec mes enseignants. Ouais, c'était elle aussi, ouais. Elle a ouvert le festival, je me rappelle très bien. La folie. C'était un temps radieux, c'était Oui, oui, oui. ouais, c'était très très beau. C'était... Ah là là, ouais, ça rajeunit pas. Ouais. Et donc, du coup, vous êtes arrivé en novembre. Ouais. Là, voilà, comment ça se passe l'édition d'un festival? Enfin, là, j'essaie voilà, de me projeter d'un point de vue, on va dire, long terme. Une édition sur un an, comment, à partir de quand ça se prépare, ça se pense parce qu'en plus, vous recevez énormément de demandes de contribution, enfin de réponses aux appels. Voilà, quels sont les moments clés, on va dire, de tout ça? Alors, en fait, le festival, c'est un peu une course contre la montre, tous les ans, de tenir un rétro-planning et de tenir un calendrier. Mais bon, évidemment, on y arrive chaque année, comme toujours.
Alors, ce que je peux peut-être dire pour commencer, c'est que comme certains d'entre vous le savent peut-être, le festival est structuré autour d'un thème et d'un pays invité, sachant que les deux ne sont pas liés. Donc, les interventions vont avoir lieu soit sur le thème, soit sur le pays invité. Cette année, c'est le vrai, le faux, l'Autriche. On ne demande pas aux gens de faire des conférences en mêlant le thème du vrai, du faux et de l'Autriche. Je le précise parce que certains intervenants croyaient justement qu'ils devaient mêler les deux et là, ça devient un petit peu en casse-tête, quoi. Mm. Donc, il y a un thème, un pays invité. Le thème fait l'objet d'un appel à candidature qu'on publie. Alors, ça, c'est la première étape, en fait, c'est à l'été et à la rentrée, quoi, à cet horizon-là, c'est de publier l'appel à candidature pour le thème. Et le pays invité ne fait pas l'objet d'un appel à candidature, c'est-à-dire que c'est uniquement nous qui invitons les gens. Sachant qu'il y a aussi quelques invités pour le thème, parce qu'il y a des gens qui n'ont plus l'habitude de répondre à des appels à candidature, notamment quand on est professeur à l'université en fin de carrière. En général, les gens ne répondent plus aux appels à candidature. Donc, il y a quelques invitations sur le thème, mais globalement, voilà, ça fonctionne comme ça, avec un appel et des invitations pour le pays invité. Il y a toute une partie, si vous voulez, qui est la conception de la programmation en elle-même, on va dire de septembre à décembre, où là, on identifie, alors soit après réception des candidatures pour l'appel à candidature, on se réunit avec un jury, on fait la sélection. Et pour le pays invité, on identifie les gens qu'on va inviter, on lance les invitations, on conçoit le programme. Ensuite, il y a tout un aspect qui est un peu plus de, on va dire, de mise en œuvre entre janvier et mars, Mhm. où là, on échange avec les intervenants. Il y a aussi toute l'équipe de communication qui commence à mettre en œuvre la rédaction du programme, parce que c'est très très long et très complexe de mettre en œuvre tous ces événements au sein d'un programme. Il y a tout l'aspect logistique qui commence à se mettre en place aussi. Qu'est-ce que j'oublie d'important? C'est à peu près tout. Et puis là, la phase dans laquelle on est, qui est une phase plutôt, là aussi, de petites demandes logistiques, parfois de dernière minute, d'échanges avec les traducteurs, parce que certaines conférences vont être traduites. Et puis de diffusion aussi de l'événement. On va diffuser le programme auprès de nos partenaires. Et immédiatement après le festival, il y a une petite phase de bilan. Oui. Voilà, au niveau du budget et puis de bilan au niveau du public quand on a les informations. Voilà, donc c'est à peu près ces 2 ou 3 grandes phases qui vont rythmer l'année avec à chaque fois effectivement des délais à tenir pour être dans les temps, quoi. Donc vous êtes arrivé en novembre et là, donc vous étiez dans la phase de sélection du coup Ouais. voilà, des candidatures. Et comment on fait, parce que le vrai et le faux, c'est un sujet qui est waouh, c'est un sujet passionnant. Il y a énormément de choses à dire. J'imagine que, enfin, je sais même pas combien de candidatures vous avez dû recevoir en tout. Alors cette année, on a explosé tous nos records parce qu'on a eu 140 candidatures. 140. Oh oui. Ouais, d'habitude, on est à peu près autour de 60 en général, pour une trentaine de places. Parce qu'en gros, on se donne aussi des objectifs un peu chiffrés de 50 événements sur le thème, 50 événements sur le pays. Sur le thème, on a peut-être une vingtaine d'invitations, donc ça nous laisse 30 places via l'appel à candidature. Et voilà, sur le pays, 50 à peu près, hein. C'est un peu moins en général, mais on se fixe le maximum de 50, quoi. Et donc, pour trier les 140 candidatures, ça n'a pas été une mince affaire Mm, parce que, très honnêtement, on a refusé de très, très bonnes mm. propositions, hein. En fait, c'est mathématique. Quand on a 50 candidatures, forcément, il y en a les 3 quarts qui sont des très bonnes candidatures qui auraient toute leur place au festival. Donc, c'est très compliqué. Honnêtement, en fait, ce qu'on a essayé de faire, le premier critère, c'est on essaie de faire en sorte que toutes les périodes soient représentées au festival. Donc, on va vraiment de la préhistoire au XXIe siècle. Donc, on se base là-dessus. On essaie d'avoir une diversité dans la chronologie, ce qui explique que le plus grand nombre de refus, c'est souvent sur la période contemporaine, parce qu'en fait, on a beaucoup plus de propositions Ouais. sur l'art à partir du XXe siècle que sur l'art médiéval ou l'Antiquité, quoi. Donc, on sélectionne déjà comme ça. On essaye d'avoir beaucoup de périodes différentes représentées.
Et puis, on a essayé en fait de trouver des sujets, parce que le vrai, le faux, en fait, peut être compris dans différents sens. Et on a essayé, par Mhm. exemple, de ne pas avoir que des conférences qui parlent de la question des faussaires, Oui, qui est évidemment la première qui vient à l'esprit quand on pense au vrai faux, mais on a essayé de le penser aussi dans une certaine diversité. Donc, la question de l'authenticité, de l'erreur éventuellement, de la dissimulation, de l'original, l'originalité. Enfin, voilà, on a essayé de choisir en fait des interventions qui montraient le thème aussi dans toute sa diversité. Et voilà, et après on se réunit avec un jury, avec des personnes extérieures à l'institution qui ont des expertises aussi sur certains sujets et peuvent nous orienter et donner leur avis sur la qualité scientifique en fait des propositions qu'on reçoit, quoi. d'accord. Et je me demande, enfin, d'un point de vue aussi, bon, c'est peut-être difficile de savoir, je me dis, qu'est-ce que ça dit de l'actualité scientifique en ce moment? Je me dis, est-ce que on sent une réflexion, parce que comme vous l'avez dit, hein, le vrai, le faux, c'est pas que les faussaires, c'est toute une réflexion sur le caractère authentique ou pas des œuvres, c'est comment on définit un temps A ou un temps B, quelque chose qui est vu comme authentique ou pas. Parce que moi, enfin, ça me fait penser forcément un petit peu à ma thèse aussi, où je parlais de l'envie de représenter l'ailleurs, et un ailleurs qu'on a imaginé, donc une fausse représentation de tout ça. Et je me dis, tiens, vu qu'il y a eu énormément de candidatures, est-ce qu'il y a eu une sorte je dirais pas d'explosion évidemment, mais un nombre croissant de sujets de recherche sur ça ou enfin, qu'est-ce que ça dit de l'actualité de la recherche? C'est ça que, en gros, ma question. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure c'est forcément un thème qui est complètement aux prises avec l'actualité de la recherche, mais ce qui est sûr, c'est que nous, on a sélectionné forcément des candidatures qui sont très liées avec l'actualité de ce qui se passe en ce moment. Par exemple, on va avoir beaucoup d'interventions qui portent sur la question des restaurations du patrimoine. Mm. À partir de quand, en fait, on restaure sans essayer de trahir une espèce d'authenticité du monument en question. Et c'est quelque chose qui a pu se poser, par exemple, une question qui a pu se poser après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame. Mm. En fait, la cathédrale Notre-Dame, comme on le sait, elle a été énormément restaurée et il y a eu beaucoup d'ajouts qui ont été faits au XIXe siècle. La question de est-ce qu'on reconstruit la flèche de Notre-Dame, c'est une question assez épineuse finalement, et on aura une intervention là-dessus au festival sur les flèches des cathédrales et leur restauration. Dans quelle mesure ces flèches qui sont souvent ajoutées au XIXe siècle ne trahissent pas la vision d'un Moyen-Âge authentique, entre guillemets, hein, qu'on peut avoir de ce patrimoine-là. Ou la question, quelque chose qui était assez récent aussi, c'est tout ce qui s'est passé à Versailles autour de cette fameuse grille qui a été ajoutée devant l'entrée, qui ne correspond pas à l'état authentique du château, qui est plus quelque chose d'assez bling-bling comme ça, pour ajouter aussi de la dorure. Donc ça aussi, c'est une vraie question qui va mobiliser des conservateurs de patrimoine et qui intéresse aussi les conservateurs de Fontainebleau. Hein. Un château Renaissance, comment on propose au public une vision authentique de ce qu'est un château Renaissance. Est-ce qu'on essaye de masquer les restaurations ou les ajouts abusifs qui sont plus tardifs, qui datent du 19e, ou est-ce qu'on essaye de les enlever? Voilà, donc ça peut être une question, par exemple, très actuelle. Et puis, évidemment, les faussaires, en fait, ont toujours une actualité. Il y a tout le temps, en fait, des affaires de faux. Et là, on l'a vu récemment avec cette affaire retentissante des chaises de Versailles qui ont Mm. été vendues au château de Versailles et puis à des collectionneurs richissimes qui ont été trompés. Donc, c'est toujours intéressant de comprendre comment fonctionnent les faussaires, comment fonctionne l'expertise aussi en œuvre d'art. Et puis, il me semble qu'aujourd'hui, il y a aussi toute une actualité du faux par le biais de l'intelligence artificielle et de ces fausses images qui sont destinées ou pas à tromper ceux qui les regardent. Et ça, c'est évidemment une actualité très contemporaine qui aura aussi toute sa place au festival avec des interventions sur la panique morale qui a été aussi engendrée par les images de l'intelligence artificielle et comment on décrypte ça. Est-ce que c'est vraiment si angoissant que ça? Est-ce qu'il faut vraiment à tout prix se méfier de ça ou est-ce que ça rejoint des paniques qui étaient celles qui ont accompagné aussi l'invention de la Mm. photographie ou ce genre de choses? Donc voilà, donc si vous voulez, en fait, on essaye aussi de
forcément de réfléchir à partir de ce qui se passe un peu en ce moment. Ça nous aiguille aussi, ça nous oriente dans notre sélection des candidatures pour voilà, proposer des choses qui correspondent aussi à l'actualité dans le domaine de la culture, du patrimoine et de l'histoire de l'art. Mais ça, je trouve c'est fantastique de. Enfin, je le vois pendant mes études en histoire de l'art, j'ai vu doucement ce glissement entre l'art comme objet d'étude à part entière, avec quasi une vision très. Bon, qui était vraiment très à cheval avec l'esthétique, et je trouve qu'on est de plus en plus sur vraiment l'objet d'art comme un questionnement plus sociologique, plus global, hein. Enfin, je trouve ça intéressant que ça ne fasse que de se. Enfin, il y a une confirmation de ça, je trouve que c'est assez intéressant, et c'est en ça que je trouve que justement le festival permet de répondre à des problématiques d'accessibilité auprès d'un grand public. C'est de voir comment un objet artistique peut questionner notre rapport au monde, et rien que là avec l'IA. Du coup, il y a des conférences du coup autour de ça, vous avez dit, autour de cette IA, de cette panique des images. Oui, et puis il y aura, en fait, ça correspond aussi à l'actualité des expositions parce qu'il y a une exposition qui vient d'ouvrir là-dessus au Jeu de Paume sur les artistes contemporains et leur utilisation de l'IA. Donc les commissaires d'exposition viendront au festival pour présenter cette exposition. Donc il y a aussi tout le côté créatif, en fait, qu'on évoque souvent un peu moins à propos de l'IA, mais comment on peut l'utiliser comme un outil de création pour enrichir la création artistique. Et effectivement, on aura une conférence d'André Gunther, qui est lui un spécialiste de culture visuelle à l'EHESS et qui travaille beaucoup sur cette question de l'IA et qui parlera en fait de ce que ça révèle aussi de notre conception de l'image, de penser que l'IA sont des fausses images trompeuses. Ça révèle aussi quelque part une forme de croyance un peu aveugle en les autres images qu'on Mm. considère comme forcément vraies ou authentiques, alors que c'est une question évidemment éminemment complexe, hein, la question de l'authenticité d'une image. Les autres images ne sont pas forcément des vraies. Enfin, où est-ce qu'on met le curseur, quoi? À partir de quand on dit que c'est une vraie image ou une fausse? Quels sont nos critères pour évaluer ça? Donc ça pose Mm. effectivement tout un ensemble de questions. Oui, parce qu'au final, les portraits de la Renaissance, les nus, en fonction des périodes, il y a forcément une forme de transformation de la réalité par rapport au modèle. Donc effectivement, ça questionne la véritable image. Après, j'imagine qu'il y a pas mal d'artistes, c'est plus la question de la peur la perte de leur place, on va dire, sur la sphère artistique, et la peur de perdre aussi des commandes, des choses de ce type-là. Oui. Et donc par rapport, donc on a évoqué quelques. Oui, il y avait une question que je me demandais, comment on choisit le thème et le pays invité. Enfin, quels sont enfin, comment ça se passe cette sélection-là? Alors, en fait, le festival, on fonctionne avec un comité scientifique qui se réunit 3 ou 4 fois par an. Ce comité scientifique, il est composé d'à peu près toutes les directrices et directeurs de musées ou d'institutions patrimoniales ou liées à l'histoire de l'art en France. Donc, vous avez par exemple la présidente du musée du Louvre, la directrice du MUSEM, le directeur de la BNF, donc beaucoup de musées à travers la France, instituts de patrimoine à travers la France qui se réunissent, et ce sont eux en fait qui choisissent le thème et le pays invité. Alors moi, je n'ai pas encore assisté aux discussions pour choisir parce qu'il me semble que ces discussions se font au cours de la réunion qui a lieu en septembre, à laquelle moi, je n'ai pas assisté parce que je suis arrivée en novembre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le choix du pays correspond aussi à certains critères, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on choisit des pays dont on est sûr de l'existence d'un réseau académique et d'une pensée universitaire qui puisse être libre, non soumise à une propagande politique ou à des pressions politiques de la part d'un gouvernement. Donc ça exclut malheureusement Hmm. certains pays qui seraient tout à fait intéressants, mais on aurait peur qu'ils utilisent un peu le festival comme une sorte de tribune politique pour leur régime
ou pour faire passer des idées politiques. Donc il faut en fait un réseau académique indépendant, libre et des liens éventuellement avec la France, soit entre universités, soit entre institutions culturelles, soit des liens diplomatiques qui fonctionnent bien. Évidemment, on ne peut pas inviter des pays où la diplomatie culturelle, où c'est compliqué en fait à un niveau diplomatique avec la France en ce moment pour un certain nombre de raisons. Donc évidemment, on a commencé par, enfin, le festival au début c'était surtout des pays d'Europe, hein, les pays voisins de la France, donc on est allé évidemment au départ au plus évident. Et puis là, il y a une volonté très forte du festival de se tourner vers d'autres continents, Mm. pas seulement l'Europe et l'Amérique du Nord, et ça s'est vu. Oui, il y a eu le Japon, je crois. Voilà, il y a eu le Japon en 2020, je crois, donc du coup en 2021, il y a eu le Mm. Mexique Oui. l'année dernière, Ouais. et puis l'année prochaine le Maroc, qui montre aussi la volonté du festival de se tourner maintenant vers le continent africain, qui n'a pas encore été Oui. représenté et invité au festival. Donc ça, c'est pour le pays. Et pour le thème, écoutez, très bonne question. Je ne sais pas comment, je crois qu'en fait, c'est les membres du comité scientifique qui font des propositions en réfléchissant à l'aune de l'actualité, de ce qui intéresse. L'idée étant de choisir des thèmes larges et volontairement un peu polysémiques, donc qui puissent être interprétés Mm. aussi de différentes manières, hein, comme le vrai, le faux, ce que je disais tout à l'heure. C'est un thème qui peut convoquer un ensemble assez large de sujets, donc évidemment, on évite des sujets trop restreints, donc ça va souvent être des choses qui ouvrent et qui permettent d'avoir une pluralité de propositions. Voilà. Mm. Ok. Et enfin, pour revenir aussi bah, sur cette question par rapport aux candidatures, à la sélection, Mhm. comme vous l'avez dit, bon, c'est souvent très délicat parce qu'il faut essayer de couvrir plusieurs périodes, aussi, bah, j'imagine, plusieurs médias, enfin, si on a action peinture, sculpture, enfin, d'essayer de toucher un petit peu à tout, architecture, etc. Et est-ce que il y a notamment. Enfin, vous étiez arrivé à ce moment-là où c'était fini la sélection des. Non, moi je suis arrivée justement, ça a été mon gros chantier, ça a été de lire toutes les candidatures reçues pour le thème. Donc oui, oui, j'ai participé à la sélection, à l'élaboration du programme qui était déjà bien avancé sur la partie Autriche quand je suis arrivée. D'accord, Mais sur la partie thème, comme c'est un appel à candidature, effectivement, là j'ai participé au jury et à la sélection des candidatures. Ouais. d'accord. Et est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué plus à titre, je sais pas, personnel. Enfin, est-ce qu'il y en a une qui vous a semblé, enfin, qu'elle ait été prise ou pas, hein, c'est pas, mais voilà, il y en a une qui vous a marqué plus que d'autres. Alors pour le thème, j'aurais tendance à spontanément répondre la proposition de Maximilien Teinart. Bon, forcément, je le connais parce que c'était mon collègue au Centre Pompidou, Oui, mais je trouve que sa proposition est géniale parce que elle porte sur sur un canular. Alors, c'est encore un autre aspect du vrai du faux. oui, C'est un canular artistique assez connu qui a été monté par des peintres au début du XXe siècle, de faire peindre un tableau à un âne et de l'exposer ensuite au Salon des Indépendants en inventant un nom d'artiste. d'accord. Et en voyant, en s'amusant, en voyant comment la presse allait réagir, comment le public allait réagir. Donc ça, c'est un sujet en or, en fait, pour la question du vrai du faux. Mm. Et en même temps, c'est très grand public parce que c'est hyper drôle. Et ça questionne des tas de choses fondamentales pour l'histoire de l'art, les Mm. mécaniques de construction des carrières, de légitimité des artistes. Enfin voilà, ça rappelle un peu Du chant un l'urinoir peu, de ouais. bah oui, c'est ça, mais quelques années auparavant, quoi. Et, Et puis, et là, est-ce qu'il a été récompensé au moins pour son ouais, exploit? ouais, ouais, ouais. Là, c'est intéressant, ouais. Et Et, oui, allez-y, non, pardon. non, allez-y. Et par rapport à justement, vous l'avez évoqué avec cette histoire. Enfin, ça marche bien. Ce thème, il est public. Enfin, il est surtout avec cette histoire de canular. Euh, Mhm. Parce qu'on pourrait se dire. Au début, quand on pense festival d'histoire de l'art avec des conférences, on peut dire ouais, c'est peut-être consacré, enfin c'était que pour les personnes qui sont spécialisées. Donc comment on essaie un petit peu de casser cette image. Donc déjà, j'ai vu d'un point de vue communication, je trouve qu'il y a un rajeunissement incroyable Ouais. de ça. Ça donne vraiment envie. Le lieu est extraordinaire, mais aussi dans tout ce qui est programmation, parce que c'est vrai que j'ai souvenir des personnes qui venaient en poussette avec leurs enfants au château. Je trouve toujours que c'est incroyable. Et,
Et pareil, voilà, comment on arrive à rendre ça le plus intéressant possible pour toutes les couches de population? En fait, ce qui est important, je pense, bon, je vais prendre l'exemple du pays invité. Ce qui est important, je pense, pour construire la programmation, c'est de partir de marqueurs forts qui vont potentiellement être communs à un grand nombre de personnes. Donc, quand on réfléchit Autriche et art, on se dit, bon, c'est quoi les sujets vraiment importants à mettre beaucoup en valeur au festival? Qu'est-ce que les gens vont avoir tendance à connaître, à identifier le plus facilement quand on parle de l'art autrichien? Donc évidemment, nous, on a tout de suite pensé à Vienne 1900, à À Klimt. Kokoschka, Schiele, Klimt, évidemment. Donc on va avoir un certain nombre d'événements là-dessus, parce que c'est un gros temps fort, en fait, pour l'art en Autriche. Évidemment, on était obligé d'inclure aussi la question de la musique, parce qu'on sait que Vienne, c'est aussi le berceau de la musique classique au 18e, 19e. Bon, après, on reste un festival d'histoire de l'art. Donc, on a inclus quand même la musique dans notre programme de conférence, où il y aura une conférence sur Beethoven en Autriche. Et puis, dans la programmation culturelle, il y aura une résonance avec ça, puisqu'il y aura un groupe qui va réinterpréter les plus célèbres valses de Vienne du 19e dans donc, le programme des concerts. Donc voilà, je pense que c'est vraiment l'idée de partir de ces marqueurs forts qui vont pouvoir être immédiatement identifiés par le public. Ce à quoi on a pensé, évidemment, c'est il faut mettre du Sissi, quoi. Il faut parler de Sissi. Voilà, c'est une personnalité évidemment fortement associée à l'Autriche et très bien identifiée en fait par la plupart des gens. Il y a eu cette série de films dont on va projeter parce que c'est cette trilogie avec Romy Schneider. Voilà, donc on va projeter aussi dans les séances de cinéma, il y aura le premier volet de cette trilogie sur Sissi. Et puis, l'autre chose qu'on avait aussi bien identifié, c'est tout ce qui se passe dans la seconde partie du XXe siècle en Autriche, où il y a des pratiques artistiques très radicales, très violentes, avec les actionnistes viennois. Mm. Et puis, avec tout ce qui se passe aussi dans la scène féministe, parce qu'il se trouve que l'Autriche c'est vraiment un vivier en fait d'artistes féministes hyper radicales dans les années 60-70, avec notamment la figure de Valie Export, qui est très connue et qui continue beaucoup d'inspirer les pratiques de jeunes artistes contemporaines. Donc, il y a aussi tout un volet sur ça et un volet d'hommage à Valie Export. Donc, l'idée, c'est de partir de marqueurs forts, tout en proposant aussi des choses qui vont permettre au public de découvrir des éléments qui sont peut-être moins évidents, moins connus, et puis de proposer aussi des thèmes qui vont un peu sortir des sentiers battus, voilà, des choses qui sont plus pop culture. Il y aura par exemple sur le thème du vrai du faux une intervention sur le drag, sur l'art du drag. Bon, on sait que c'est aujourd'hui quelque chose qui intéresse beaucoup la jeune génération, hein, notamment, et c'est une manière aussi de réinterpréter le thème du vrai faux à l'aune de problématiques et de pratiques plus pop culture contemporaine. Est-ce que le drag, c'est performer un faux genre? Est-ce que c'est grimer un genre? Voilà, il y a toute cette thématique de l'artificiel. Et puis pour l'Autriche, je suis obligée de mentionner le fait qu'on a ajouté une conférence qui ne sera pas visible dans le programme papier, mais que je vous livre ici en exclusivité, qui est visible sur notre site internet, qui va porter sur la représentation de l'Autriche à l'Eurovision. Ah, Pas sans savoir que l'Autriche a gagné bah oui, l'Eurovision il y a 2 semaines. oui, Donc, oui. on va coller à cette actualité. Et en fait, c'est très intéressant parce que l'Autriche est un pays qui est très identifié comme un pays de la musique, comme je le disais, hein, avec tout ce qui se passe avec Vienne, et qui utilise beaucoup cet aspect-là pour sa diplomatie culturelle, en fait, au sens large. Et donc, on aura une spécialiste du patrimoine autrichien qui va venir le dimanche à 11h parler de la délégation autrichienne à l'Eurovision au fil des décennies et comment cette représentation évolue. Donc voilà, on essaye de trouver aussi des écarts comme ça qui vont convoquer l'art dans un sens volontairement assez large. Hein. Comme vous l'avez dit, c'est pas seulement la peinture, la sculpture, l'architecture. On trouve aussi d'autres formes de production artistique.
D'accord. Alors j'en profite pour remercier tout ce qu'on prend qui vient de nous envoyer, tous ces viewers. Merci beaucoup et bienvenue aux 96 spectateurs qui nous rejoignent. Merci à vous, merci au raid. Voilà, donc bienvenue à vous. Pour restituer un petit peu, donc nous parlons aujourd'hui du festival de l'histoire de l'art qui a eu lieu, enfin qui a lieu ce week-end à Fontainebleau. Donc si vous êtes dans le coin, mais allez-y parce que déjà le château de Fontainebleau est merveilleux et en plus là vous aurez l'occasion d'assister à tout un tas de conférences, il y a aussi des événements type projection, il y a des tables rondes, il y a aussi des signatures, il y a un lieu aussi pour acheter des livres, hein. Voilà, c'est extrêmement dynamique, tout se passe dans le château de Fontainebleau. Le pays invité cette année, c'est l'Autriche, et le thème, c'est le vrai, le faux. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Gottsman, qui est en charge de la programmation scientifique du festival depuis novembre, et qui nous explique un petit peu comment ça se passe, comment on choisit les personnes, parce ce qu'elle nous racontait, c'est incroyable, c'est qu'on a eu énormément de candidatures sur ce thème du vrai-faux. Et donc ça a pas mal suscité du coup l'envie de participer à ce festival. Et là, pour reprendre avec conférence en ligne. Alors, très bonne question. Je crois savoir qu'il y aura des replays de conférences, qu'il y aura des retransmissions. Par contre, voilà, Sophie, est-ce qu'il y a des directs? Comment ça se passe pour tout ce qui est replay? Parce qu'ils peuvent pas. Enfin, voilà. Est-ce que vous déjà pouvez nous dire combien il y aura de conférences? Parce que c'est énorme. Combien il y aura de conférences? Et du coup, d'un point de vue retransmission, comment ça se passe? Alors, de conférences exactement, je ne sais pas. Je sais qu'il y a en tout 250 événements, autour de 250 événements, ce qui inclut aussi les événements de type concert, exposition, visite guidée. Voilà, le nombre de conférences, je crois qu'on doit être à un peu plus d'une centaine, presque autour de 250 probablement. Alors non, le festival fait le choix délibéré de ne pas faire de conférences au format hybride, par exemple, qui seraient retransmises en live au même moment, pour inciter les gens à venir à Fontainebleau, à se rencontrer. C'est aussi le but d'un festival, c'est que ce soit festif et que ça permette de rassembler des gens. Néanmoins, un certain nombre de conférences, je crois que c'est autour d'une quinzaine, seront filmées et feront l'objet ensuite d'une retransmission sur YouTube. Donc, on parle simplement d'une quinzaine de conférences et le reste ne sera pas en format hybride et donc malheureusement pas accessible en ligne parce qu'on sait que les Parisiens peuvent rapidement avoir envie de rester dans l'enceinte de Paris et sont parfois un peu rétifs à l'idée de sortir. Donc, c'est vraiment pour inciter les gens à se déplacer et venir à Fontainebleau, profiter de l'attractivité du programme. Après, la question peut aussi se poser sur la question de l'accessibilité. Après, parce que le château de Fontainebleau est pas, enfin surtout tout ce qui est pavé, c'est pas hyper accessible. Donc après, peut-être que effectivement, même si il y a ce côté. Après, je crois que je me rappelle pour les PMR, il y avait une sorte de grand. C'est pas un Ah oui, tapis oui, rouge, il y a un élément qui est mis en place pour faciliter le déplacement des personnes oui, oui. en fauteuil roulant. Euh, Bon, là, je peux Ok, pas curieux. experte là-dessus parce que j'étais pas là l'année dernière au festival, mais bien sûr, c'est rendu accessible aux personnes à mobilité réduite, comme le sont tous les lieux recevant du public, même si évidemment, pour les lieux patrimoniaux, c'est des problématiques qui sont un peu plus complexes, un peu plus particulières. Surtout quand c'est des châteaux anciens comme Ouais. Fontainebleau. Mm. Et pour fermer sur cette. Je voulais qu'on parle un tout petit peu de mon. C'est ma thèse ou mon master? Thèse, ouais. Ma thèse, d'accord. Donc ma thèse en 180 secondes, est-ce que vous pouvez... Est-ce qu'il y a le concours national que vous connaissez peut-être tous, qui se passe, enfin bon, voilà, de manière annuelle, hein, je sais pas d'autre, et qui permet aux personnes de parler de leur thèse, de faire un concours de pitch autour de leur sujet de thèse. Au Festival d'Histoire de l'Art, c'est évidemment concentré sur des disciplines en lien avec l'histoire de l'art. Et voilà, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu sur comment... Parce que ça, normalement, je crois que c'est retranscrit, je crois... Enfin, c'est retransmis, pardon. Enfin, je crois qu'il y a une année, ils voulaient le retransmettre. Je ne sais pas s'ils le font encore cette année. Alors, ce n'est pas moi qui organise cet événement, donc je ne sais pas pour la retransmission, il me semble que non, mais peut-être que ma collègue me corrigera après. Donc, c'est un événement, comme vous l'avez dit, qui concerne les thèses en histoire de l'art, qui dure
qui est prévu pour l'après-midi du samedi. Il s'agit en fait tout simplement d'un concours où on va avoir des jeunes doctorants qui vont présenter leur thèse en 3 minutes. À l'issue des présentations, il y aura un vote du public qui pourra voter pour sa présentation préférée. Et il y aura également un jury de spécialistes d'historiens de l'art qui fera son vote de son côté. Et donc, à l'issue des votes, il y a des remises de prix, donc un prix du jury, un prix du public. Et les prix sont, je ne sais plus exactement quelle somme, mais voilà, ça permet de valoriser la jeune recherche en histoire de l'art. Et c'est aussi évidemment un exercice de communication et justement de vulgarisation de sa recherche. Comment parler de sa thèse à des gens qui potentiellement découvrent l'histoire de l'art avec des mots simples en rendant attractif une recherche auprès d'un large public. Et comment ça se passe aussi avec les institutions qui vont être... là, vous avez le thème, donc... Enfin, il y a le thème et le pays invité qui est l'Autriche. Vous en avez parlé un petit peu au début. Et comment ça se passe d'un point de vue partenariat avec les institutions? Est-ce qu'il y a j'imagine, des personnalités de musées ou d'universités qui vont venir, ou est-ce que ça fait vraiment partie d'après des personnes invitées? Enfin, comment ça se passe avec vraiment cette relation pays à pays, en fait? Comment ça se passe? Ah, vous voulez dire les institutions autrichiennes? Oui, 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 tout à fait. Les institutions autrichiennes, en fait, nous, ce qu'on fait quand on commence à concevoir la programmation, c'est qu'on voyage dans le pays invité. Là, on a fait un voyage en novembre pour rencontrer les personnes. Et là, effectivement, on identifie plusieurs institutions où on va aller à la rencontre des gens. D'abord, on est allé à l'université de Vienne, évidemment, rencontrer les chercheurs en histoire de l'art et bénéficier aussi de leurs conseils parce que il faut s'imaginer que quand on démarre avec un pays invité, on doit concevoir une programmation, on n'est pas forcément spécialisé sur le pays en question. Moi, je ne suis pas spécialiste de l'Autriche. Je ne sais pas qui sont les chercheurs autrichiens en histoire de l'art. Donc, c'est aussi une démarche de rencontre, de concevoir la programmation du festival. On va voir les chercheurs et ils nous disent, voilà, moi, je connais vraiment cette personne. Je peux vous assurer que c'est super conférencier qui fait des super recherches. Donc, on prend les noms et c'est comme ça qu'on invite les gens. Donc, on est allé à l'Université de Vienne, on est allé au Kunsthistorisches Museum de Vienne, au Belvédère. Donc, on est allé dans les principaux musées. On a également rencontré des gens un peu plus virtuellement en dehors de Vienne, parce que l'Autriche ne se résume pas à Vienne. Donc, on a rencontré les gens au centre Rallye Export de Linz, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment des prises de contact et ensuite ça fonctionne sur la base de recommandations beaucoup et de choses qu'on identifie nous aussi par des lectures, parce que c'est aussi un travail en fait de recherche, tout simplement d'identifier des historiens de l'art intéressants sur l'art autrichien, parce que la programmation Autriche ne se compose pas uniquement d'Autrichiens. Évidemment, il y a des personnes qui travaillent sur l'Autriche et qui font des recherches très intéressantes et qui ne sont pas autrichiennes. On aura notamment des Américains de l'université de Harvard, de Columbia, qui vont évoquer certains pans de l'art de l'Autriche. Et puis évidemment, beaucoup de chercheurs français. L'idée, c'est aussi de valoriser ce qui se fait en France autour du pays invité à ce moment-là. Donc on a des échanges avec les institutions qui sont, alors évidemment, chose très importante que j'ai oublié de dire, il y a aussi un contact avec les ambassades, un plan plus diplomatique. Et nous, cette année, on a été extrêmement aidés par le Forum culturel autrichien à Paris, qui dépend du ministère de la culture autrichienne, enfin, du gouvernement autrichien, quoi. Et qui mène une action sur toute l'année de valorisation de la culture autrichienne, à la fois littérature, cinéma et les arts. Et ça a été notre partenaire vraiment principal pour la conception de ce programme. Ils nous ont donné énormément de recommandations en termes de cinéma contemporain, littérature, mais aussi toutes les personnes importantes dans le domaine de l'histoire de l'art, de la recherche. Donc, on a vraiment travaillé main dans la main avec ce partenaire très important. Donc, tout le réseau des forums culturels est très important aussi
la conception du festival. Et on s'est rendu aussi à Vienne au ministère de la Culture, alors qui n'est pas un ministère indépendant, qui est un secrétariat d'État, mais on a rencontré aussi les officiels côté autrichien. Donc c'est aussi un travail au niveau des ambassades, hein, et au niveau de la diplomatie culturelle. Ok. Et dernière question pour moi, parce que justement, ça me pose la question. Donc, c'est un festival très franco-français. Enfin, franco-français dans le sens, attention, hein, pas dans le sens, parce que justement, il y a des thèmes, enfin, il y a des pays invités. Mais est-ce qu'il y a des équivalents dans d'autres pays? Parce que ça me parle pas plus que ça. Enfin, Oui, il y a un ouais, festival de l'histoire de l'art en Angleterre, mais qui est conçu de manière très différente, qui a lieu simultanément dans différentes villes. d'accord. Je pense que c'est des dimensions un peu plus restreintes, ça doit être sur une journée, quelque chose comme ça, mais qui n'est pas du tout pensé comme nous, avec un lieu centralisé et plusieurs conférences au même endroit. Il y a un festival de l'histoire de l'art qui est en train d'être construit en Italie. Ah, bah oui. Donc là, je le sais parce que le directeur ou la directrice de ce festival a pris contact avec nous pour comprendre comment nous on fonctionnait. Et je ne sais plus dans quelle ville ça va avoir lieu, mais c'est en cours de construction. Et en Allemagne, en fait, il existe des choses, mais qui sont plus destinées uniquement à la communauté des historiens de l'art. Il y a le fameux Kunsthistoriker Tag en Allemagne, qui réunit des historiens de l'art sur une journée, mais c'est plus un modèle très professionnel et pas forcément pensé vers la vulgarisation scientifique. Ce qui fait vraiment la spécificité du modèle français, Mm. c'est que c'est un événement très ministère de la Culture, avec un agenda voilà, de rassembler un public très large sur le modèle en fait des rencontres de l'histoire à Blois. C'est un peu Oui. le même modèle, voilà, pour faire connaître une discipline scientifique auprès d'un public très vaste. Donc non, il n'existe pas d'équivalent parce que c'est très, comme vous l'avez dit, alors c'est pas franco-français dans le Oui. sens où il y a toute une délégation importante, hein, Mm. internationale qui sera au festival, mais c'est franco-français dans l'esprit. Voilà, Ça, c'est ça, c'était ça en fait. vraiment un esprit très français de se dire, voilà, de penser vulgarisation, accessibilité. C'est souvent les agendas du ministère de la Culture qui, évidemment, en France aussi est très fort, hein, il faut le rappeler. Comme je l'ai dit, par exemple, en Autriche, il n'y a pas d'équivalent, hein. Le ministère de la Culture, c'est un secrétariat d'État, donc c'est dans ce sens-là, voilà, c'est un événement ministère de la Culture dans un esprit très français, ouais. Mm, mm. Parce qu'en plus, l'Italie, on aurait pu. Parce que eux, l'enseignement de l'histoire de l'art est déjà très intégré dans le parcours scolaire. C'est vrai qu'on aurait pu s'imaginer que. Ouais. En plus, avec pareil, hein, italo-italien aussi, hein, la conception de l'histoire de l'art. On aurait pu imaginer qu'ils avaient déjà un festival. Enfin voilà, parce qu'il y a une passion pour cette discipline chez eux qui est assez impressionnante. Hein, Enfin, et qui est très intégrée dans le scolaire, je veux dire. C'est ça, quoi, en Oui, bien Italie. sûr. Ben, nous aussi, le but du Festival de l'histoire de l'art est aussi de militer pour l'intégration de cette discipline dans le secondaire en France, Oui. hein. C'est aussi un des cahiers des charges en fait, du festival, c'est de montrer l'importance de l'histoire de l'art et d'avoir une compréhension, une formation et des connaissances en histoire de l'art et comment ça peut voilà, être important dans un parcours. Et je mentionne ici qu'on a d'ailleurs un partenariat avec le ministère de l'Éducation Mhm. au festival parce que en fait, la discipline histoire de l'art existe dans le secondaire sous forme d'option. Oui, le On brevet, oui. double, voilà, l'option histoire des arts au lycée. Et justement, en fait, on a tout un pan destiné à ces enseignants qui viennent au festival et ça leur sert de formation continue. Donc, on a des enseignants dans le secondaire en histoire de l'art qui viennent en délégation au festival et qui organisent des ateliers en lien avec le thème choisi. Et l'idée, c'est vraiment de valoriser, renforcer l'enseignement de l'histoire de l'art à l'école. Donc, cette dimension est aussi importante pour le festival. Mais voilà, il y a aussi des moyens, hein, tout simplement, qui sont déployés par le ministère de la Culture. On a cette chance-là en France d'avoir un ministère qui crée et qui soutient hein, ce genre d'événements. Mais je me dis, ça pourrait être intéressant. Enfin, il y a deux choses qui me sembleraient intéressantes par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Donc là, je rebondis tout de suite par rapport à cet univers scolaire. De
peut-être faire, parce que bon, après il y a une limite au niveau de l'espace, au niveau enfin il faut de la place, hein, pour que tout le monde puisse venir, mais ça pourrait être intéressant, je trouve, d'avoir une sorte de pré-festival, enfin d'avoir une journée consacrée pour les scolaires. Avec peut-être pas forcément la même programmation, mais au moins en tout cas quelque chose qui est vraiment accessible pour eux, quitte à ce qu'ils viennent avec leur professeur, enfin j'imagine bien les cars qui arrivent avec une programmation vraiment que pour eux. Et pour reprendre aussi cet aspect digital, je trouvais intéressant notamment parce qu'il y a eu la première édition du Festival de la médiation culturelle et il y a eu une édition donc physique et une édition en ligne. Et je trouve ça intéressant, surtout que vous avez eu énormément de candidatures, de se dire bah, peut-être ça pourrait être intéressant de prendre pour faire une autre sélection du coup et de permettre de faire pourquoi pas un festival, la suite, un festival en ligne, le festival off du festival Histoire de l'Art. Enfin, je sais pas, voilà, ça m'a fait penser à tout ça, cette discussion-là. Alors, Euh, juste sur les scolaires, je me permets de rebondir parce que on le fait déjà. Ah, Déjà parce qu'on fait des événements qui s'appellent les avant-premières, d'accord, qui se déroulent avant le festival. Et on a un partenariat notamment avec la médiathèque de Maison-Alfort. Et d'accord. cette année, on a eu des séances scolaires autour de l'intelligence artificielle à la médiathèque. Donc, un des sujets qui sera représenté au festival, destiné à des classes scolaires. Et par ailleurs, durant le festival, il y a quelques événements qui sont aussi dédiés aux scolaires, notamment dans les séances cinéma. Il y a des partenariats avec les écoles de Fontainebleau ou des alentours. Et il y a aussi des événements qui sont destinés à des publics jeunesse, avec des lectures, des animations, des visites guidées. Donc ça ne se destine pas uniquement non plus à un public d'adultes. Et après, faire un festival hybride, alors en vrai, pourquoi pas? Mais l'interrogation que j'ai, c'est que le festival, c'est quand même, on propose déjà beaucoup de choses. Donc, proposer encore beaucoup d'autres conférences en ligne, on perd aussi le côté qui fait le plaisir du festival, c'est de se retrouver, généralement en juin où il fait un temps plutôt agréable. Alors là, aujourd'hui, on a le contre-exemple parfait, donc j'espère qu'il ne fera pas ce temps-là pendant le festival, mais voilà, c'est aussi l'idée de se retrouver en vrai et pas seulement virtuellement qui fait Hmm. un peu l'âme de ce festival, quoi. Ouais, ok, je comprends. Ouais. Ok. Mais en tout cas, bah, je vous remercie énormément pour ce Eh bien, temps merci à vous. que vous nous avez accordé. Euh, donc, je vais faire du coup un petit retour pour, enfin une petite synthèse pour tout le monde et surtout bah, leur redonner un petit peu les informations pour participer au festival. Mais en tout cas, merci beaucoup Sophie d'avoir participé Merci à vous pour aujourd'hui, d'avoir voilà, enfin, donné votre temps pour le public. Merci beaucoup à vous. Merci, à bientôt au festival. À bientôt. Et voilà, messieurs, dames, donc c'était génial. Enfin, je trouve ça incroyable de me dire, mon Dieu, ça fait déjà 15 ans, ça fait déjà 15 éditions, c'est impressionnant. Mais c'est vrai que je me rappelle la première fois que j'y suis allée, c'était avec ma classe, on était en master, mais voilà, ça fait une claque. Donc 15 éditions, effectivement, ça fait 15 ans que le Festival Histoire de l'Art existe. Si vous avez l'occasion d'y aller, mais allez-y. C'est un moment qui est vraiment effectivement important parce qu'effectivement il y a une ambiance. Il n'y a pas que des scientifiques, il y a de tout en général dans ce festival. Donc moi je me rappelle, j'aimais bien, il y a les personnes qui venaient avec comme je vous disais plus tôt, les poussettes, en famille. Parce que vous pouvez même faire un petit peu de bateau. Normalement, on peut encore en faire. Il y a sur le plan d'eau du château. Enfin, il y a de quoi se balader. C'est un moment génial en famille. L'endroit est merveilleux et la programmation est incroyable. Après, l'hybride permet aux provinciaux et aux francophones de tout horizon de participer. Oui, voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, même si je comprends l'intérêt de retrouver cette ambiance festive, effectivement. Et voilà, ouais, ouais, là-dessus, je vous rejoins là-dessus parce que effectivement, moi, là, je pourrais pas malheureusement y aller cette année. Et bon, j'aurais bien voulu, surtout que le thème du vrai et du faux, c'est pouah, c'est génial en fait. C'est un thème qui est fantastique. Comme Sophie l'a évoqué plus tôt, ils ont eu énormément de candidatures pour participer, ce qui n'est pas étonnant vu le sujet qui est extraordinaire.
Euh, alors, je profite parce que je vois que Sophie m'envoie un petit message. Ah oui, le festival offre 200 bourses à des étudiants hors Île-de-France pour venir au festival. Donc, c'est une info qui est assez importante là-dessus. Et pour avoir euh, je- et pour justement faire cette demande, est-ce que c'est en ligne ou comment on fait, Sophie, si vous nous en... Oui, alors en fait, c'est des choses qui se font au mois de mars, je crois, février-mars. Donc là, les appels sont clos. Mais voilà, il y a vraiment cette volonté de permettre aux étudiants en histoire de l'art ou autres d'ailleurs, qui ne sont pas dans la région parisienne, de venir. Et par ailleurs, on a aussi beaucoup de partenariats et d'invités qui viennent d'en dehors de l'Île-de-France. Donc on essaye de faire en sorte que ce ne soit pas un festival uniquement avec des gens qui viennent de la région Île-de-France, même si bah, fatalement, hein, le gros de notre public vient soit de Paris, soit de Fontainebleau et des alentours. D'accord. Est-ce que du coup, hors métropole, ça pourra poser... Alors, ce serait super, mais c'est la question des financements. Ouais, C'est évidemment très compliqué de financer des billets euh, pour des gens qui viennent de beaucoup plus loin. Euh, mais oui, en tous les cas, le festival déploie tous les efforts voilà, pour faire venir des gens de toute la France. ok, merci beaucoup, Sophie, pour cette précision. Hop, je me repasse comme ceci. Donc, alors, attends, voilà pourquoi on... Oui, voilà, après, effectivement, mais de nouveau, il y aura quelques replays de séances enregistrées. Attendez, je vais regarder si je trouve là. Attendez, je regarde la chaîne. Là, je suis sur le site. Attendez, regarde, je peux faire ça. Voilà. Alors, donc là, je suis sur le site du Festival d'Histoire de l'Art. Je regarde les vidéos ici. Les vidéos, non, là, c'est par rapport... Voilà. Là, vous avez déjà quelques replays des éditions précédentes. Donc, ça peut être aussi, s'il y a des choses qui vous intéressent, il y a tout un tas de vidéos qui sont déjà ici accessibles en replay. Hop, je mets le lien ici. Normalement, je crois qu'ils ont aussi une chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour être en... Hop là. Après, je râle car c'est un magnifique festival quand je vois tout ce qui est proposé. Non, mais je comprends, et c'est légitime. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait légitime ce que tu dis. Là, moi, forcément, tu vois, là, le thème, bon, incroyable. Je suis assez frustrée de ne pas pouvoir y aller. C'est pour y avoir été plusieurs fois, je comprends cette question de l'ambiance qui est assez exceptionnelle, qui est assez incroyable. Il y a tu te sens emporté, tu vois, une sorte de... C'est tourbillonnant, c'est fantastique, il y a beaucoup d'animation, et puis c'est beau de se dire on se retrouve tous sur des sujets aussi importants, aussi beaux, qui déploient autant de passion sur les productions de l'humanité. Voilà, c'est des choses que, par contre, effectivement, moi je retrouve pas quand je suis sur un replay. Donc voilà. Mais effectivement, pour ces questions d'accessibilité, je comprends Écureuil ce que tu dis, c'est pour effectivement penser hors Île-de-France, etc. Ou peut-être de faire, je sais pas, faire le propre festival Histoire de l'Art, comme en Angleterre, où c'est dans différentes villes. Mais non, non, voilà, effectivement, c'est un lieu, pour le coup, avec pour avoir à chaque fois les conférences. Et là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était tout ce qui était les... vous aurez des projections de nouveau. Là, il y a un film que j'aimerais bien voir qui est projeté là, à l'occasion, qui est Toutankhamon, je crois, si je me rappelle bien. Vous avez des performances, vous avez des rencontres professionnelles. Il y a une librairie, ouais, c'est ça le terme que je cherchais, donc une librairie. Le salon du livre, voilà, salon du livre et de la revue d'art, et parfois il y a des signatures d'ouvrages. Les rencontres étudiantes aussi, des spectacles, des concerts. Donc là, notamment, il était question de rejouer tout ce qui était musique. Hop.
Oh, il y aura même, oh là là, incroyable. Des petites danses, oh, des valses viennoises, aïe aïe aïe. Je suis vénère de pas y aller. Ça m'énerve. Je veux trop y aller. Ah là là. Mais en tout cas, oui, il y aura énormément de choses. Et effectivement, bah, pour les années suivantes, si vous souhaitez y aller, peut-être de demander effectivement de ces bourses pour vous aider à y aller. Si vous souhaitez candidater, évidemment, bah, pourquoi pas, en fonction de vos domaines de recherche, parce que l'idée étant effectivement de faire parler la recherche scientifique, ou si vous êtes, bah, après en fonction des appels à candidature, hein, peut-être qu'il y a des choses qui pourraient vous intéresser. Ah oui, non, mais complètement. Les interventions sont de qualité. Ça, là-dessus, il y a... Pouaf. C'est un monument pour moi culturel. C'est C'est vrai qu'on a tendance à se dire qu'il y a le festival d'histoire à Blois, et je trouve que d'un point de vue qualitatif, c'est deux monstres sacrés pour moi de l'événementiel culturel annuel, quoi. Enfin, je trouve vraiment qu'on est sur une très grande qualité, et surtout ce que je trouve incroyable, c'est que au début, je me rappelle, on avait un peu peur que ça tienne pas dans la durée. En gros, tu vois, que ce serait été juste une ou deux éditions. Non, ça fait 15 ans, c'est bien inscrit dans le paysage, et effectivement, je trouve que ça aide à changer un petit peu la vision qu'on a de la discipline et tout. Salut Wamgi, comment tu vas? Donc c'est pour ça, vraiment, si vous pouvez y aller, allez-y. c'est C'est là-dessus, je m'en rappelle, attends, on regarde vite fait les éditions précédentes. Mais je trouve ça génial. Là, la nouvelle DA, d'un point de vue com, c'est l'atelier 25 qui s'en occupe. Et hop là. Et moi, je me souviens, j'étais intervenue. Bah, pouf, on remonte, hein. Ah, c'est l'Italie, la première édition. Je me rappelle que c'était l'Allemagne, mais non, c'est l'Italie. J'avais accompagné mes enseignants pour ça. Je m'occupe un peu de. euh, En gros, l'idée, c'était un petit peu d'être celle qui aidait l'équipe scientifique des enseignants et qui motivait les étudiants à y aller. J'avais fait apprêté un quart, enfin, c'était rigolo. Voilà, et ça effectivement, les 3 jours, si on s'y est logé, c'est quelque chose. Parce qu'en plus, évidemment, euh, il n'y a pas forcément... Enfin, je sais pas, comme d'un point de vue Airbnb, parce que nous, on y allait quand on y était les 3 jours, on restait sur... euh, je me... Enfin, en général, on était... on rentrait chez nous, on y allait le lendemain, mais c'est parce on habitait dans la région, quoi. Ouais, il loge personne dans le château, c'est un scandale. Non mais, quoi. Alors que franchement, dans les combles, dans l'église, avec un duvet, ça passe, hein, en vrai. Et moi, j'aurais fait, hein, sans problème. T'imagines dormir dans le château, moi je m'en fous, hein. Même les pavés, je dors. J'y vais. Ah voilà, moi j'avais fait une conférence en 2012 sur le voyage. Attends, vas-y, tu crois qu'il y a encore le programme? Attends, je regarde. Non, je pense pas. Ils ont pas... Ouais, non, je pense pas. Donc j'ai fait celle-là, l'éphémère. Bah non, mon sujet n'y correspond. Alors, alors, j'avais envoyé une candidature et je crois que j'ai pas été prise de mémoire parce que collectionner, c'était un thème qui m'intéressait. Matière, j'ai pas candidaté. Non, mais après, tout je candidatais plus. Là, quand j'ai vu l'édition du rire, je me suis dit, oh là là, le rire. C'est un sujet, mais waouh! Justement, c'est intéressant parce que je trouve qu'on se dit, ah, le rire, voilà, en mode emoji, mais non, il y a tellement de choses à dire aussi. La nature, le rêve, la Grèce, le peuple. Ouais, moi, franchement, c'est vrai que je m'étais dit, tiens, est-ce que je participe, enfin, est-ce que j'envoie une candidature pour le Japon par rapport à ma thèse? Euh, mais, euh, mais, mais